Les plus grands jours étaient les jours de vent. Il fallait grimper sur la terrasse et se mettre dos au vent. Les enfants prenaient les palmes sèches et crissantes à pleine main. Le jeu consistait à avancer contre le vent en soulevant la palme de plus en plus haut. Le vainqueur était celui qui pouvait arriver à l'extrémité de la terrasse sans que le vent lui arrache la palme des mains. Jacques sentait le vent venu des extrémités du pays descendre le long de la palme et de ses bras pour le remplir d'une force et d'une exultation qui le faisaient pousser sans discontinuer de longs cris, jusqu'à ce que, les bras et les épaules sciés par l'effort, il abandonne enfin la palme que la tempête emportait d'un seul coup avec ses cris. Et le soir, couché, rompu de fatigue, il écoutait encore hurler en lui le tumulte et la fureur du vent qu'il devait aimer toute sa vie. Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas des devoirs difficiles. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Une amie m'a amenée à une répétition de la Célestine au théâtre de l'Équipe. J'ai regardé la scène, j'ai vu un jeune homme grand, mince, pâle, et j'ai su tout de suite que c'était Albert Camus. Et ensuite, il est venu, on nous a présenté. Il avait lu mes poèmes, moi j'avais lu L'Envers et l'Endroit. On se connaissait déjà dans un sens. Et tout de suite, une grande amitié est née. On a fait de grandes promenades sur les hauteurs d'Alger. Et donc c'est un soir, c'était donc tout illuminé, le port, c'était merveilleux. On s'est assis sur un petit banc. Et à ce moment-là, un petit yaouled, on appelle ça un yaouled, est venu avec des fleurs et il a proposé des fleurs. Et Camus a acheté des iris qu'il m'a offert en disant « ce sont des iris de Florence ». Alors j'étais très touchée par ce geste très simple, bien sûr, mais de la part de ce jeune homme que je savais très démuni. À ce moment-là, il avait une vie très difficile. Il était isolé et fiévreux. Enfin, j'étais très émue par ce cadeau. Alors mes parents étaient inquiets de me voir beaucoup fréquenter ce jeune homme. Je rentrais dans la nuit, je ne parlais plus. Enfin, le type de la jeune amoureuse complètement absorbée. Et puis là-dessus, nous sommes partis au Maroc. Mes parents ont décidé de faire un voyage en voiture pour me changer les idées. À partir du moment où il a commencé à écrire, Camus était pour la plupart de ses amis, étudiants ou non, un dandy. Mais un dandy qu'eux ne connaissaient pas très bien parce qu'il était plein de réserves. Il ne faisait jamais d'allusion à sa pauvreté. Il trouvait moyen d'être assez élégant, d'avoir des nœuds papillons, des complets blancs, des chaussettes blanches, ce qui
C'était assez rare en Algérie, semble-t-il, à l'époque. Camus a perdu son père pratiquement à sa naissance, puisqu'il est parti à la guerre et il a été tué très tôt, en 14. Madame Camus fut femme de ménage, et puis elle travaillait un petit peu dans une cartoucherie. Et il vivait dans un quartier très populaire où se mélangeaient aussi bien les Européens d'origine maltaise, italienne, espagnole, que les Arabes. C'était des prolétaires, hein, au sens strict. Son oncle était un ouvrier tonnelier. Et lorsqu'il arrive au lycée, il découvre un monde très étrange, parce que la plupart des lycéens sont des fils de, grossièrement, bourgeois, des fils de fonctionnaires, de professeurs d'université, d'avocats, de gros commerçants. Pour les pieds noirs, et surtout les plus démunis, l'Algérie offrait des choses extraordinaires, hein, des plages, des odeurs, le soleil, la mer. Et à Camus encore plus, puisqu'il était très conscient de son corps, c'est un homme très physique, hein, et il éprouvait des plaisirs que plus tard il ne retrouvera jamais en France. Et en même temps, d'une manière obsessionnelle, il termine l'étranger. Silence, messieurs et mesdames, silence. Je m'étonne, messieurs, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité, de la grandeur de ces... Toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. J'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. C'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé et c'est là que tout a commencé. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Pour Camus, l'absurde, c'était le conflit entre l'appel de vie qu'il sent en lui quand il est jeune, et puis la découverte de la mort, par exemple. N'oubliez pas qu'il est tout jeune, qu'il découvre la mort parce qu'il se sait tuberculeux, et qu'à l'époque, être tuberculeux, c'était généralement une fin fatale rapprochée. Meursault, c'est précisément l'homme qui n'avait conscience de rien. Je veux dire que la mort ne préoccupait pas, qui était jeune, qui allait à la plage, qui aimait la vie toute simple, toute élémentaire, je dirais dire, au ras du sol, du quotidien, et que la mort qu'il donne involontairement, absurdement, il tue un arabe qu'il ne connaissait pas, simplement parce qu'il a eu peur un instant, parce que le soleil a giclé sur le couteau de l'arabe, parce qu'il a eu des gouttes de sueur qui ont coulé sur ses yeux. Il a tiré, et dès ce moment-là, il entre dans le monde du procès. Et le monde du procès, c'est la découverte de l'homme. Et on est mis en question par les autres, par le juge d'instruction, par l'avocat, par le tribunal. Et voici Meursault qui est en quelque sorte rongé. Parce qu'il découvre le monde, il sait qu'il va mourir, qu'il va être condamné à mort. Donc ça, c'est une des formes d'absurdité. Il est jeune, il a envie de vivre et on le condamne à mort. Si on voulait résumer ce roman d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la société telle qu'elle est, tout homme qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère
risque d'être condamné à mort. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent. À quelqu'un qui lui propose de l'épouser et qui lui demande s'il est amoureux, il répond soit qu'il n'en sait rien, soit qu'il ne l'est pas. Il ne répond jamais oui, car il n'est jamais sûr de ses sentiments. Quand on l'interroge sur la peine qu'il risque d'avoir éprouvée à l'occasion de l'enterrement de sa mère, on remarquera qu'il ne dit jamais qu'il n'a pas eu de peine, mais qu'il n'affirme jamais qu'il a eu de la peine. Eh bien, c'est ce refus tenace, cette sorte de fascination de l'authenticité de ce qu'on est, de ce qu'on sent, qui me paraît donner son sens au roman tout entier. Ses lettres étaient très douces, il essayait d'amortir le choc en me disant des choses très aimables et très tendres, mais tout ça c'était très gentil. ça cachait donc ce qui était en dessous, c'est l'indifférence. En fait, il était assez indifférent et surtout, il disait que l'amour, ça n'existait pas. Enfin, il ne croyait pas à l'amour, donc par conséquent, c'est là que nous n'avons plus été d'accord. C'est un homme de cœur, mais sauf rayon amour. Bon, il avait eu la catastrophe de son premier mariage. Je crois que ça avait détruit beaucoup de choses en lui et qu'il était dans un mauvais passage. Hein. Parce que, bien sûr, il allait évoluer plus tard. À ce moment-là, il était sec. Il y avait autour de Camus une cour d'admirateurs et d'admiratrices. Il y avait beaucoup d'aventures, il y avait des femmes qui étaient très très importantes. Et alors, à un moment donné, dans ce lot de très belles femmes, il faut le dire, il y en a une qui a touché Camus à la tête, au corps et à l'esprit. Elle s'appelait Francine Faure. Elle venait d'Oran, petite bourgeoise, fille d'un homme mort à la guerre, comme Camus. Francine était visiblement un personnage formidablement attirant pour Camus. Il appréciait, non pas le fait qu'elle soit mathématicienne, il ne l'était pas, mais qu'elle avait un goût extraordinaire pour la musique. Enfin, elle jouait du piano, elle adorait Bach, elle adorait Mozart, et il aurait aimé qu'elle ait une carrière de professionnelle. Moi, j'étais plutôt moche. Ma sœur Suzy était comme moi, sans désir de plaire par son apparence. Francine a toujours été un peu plus coquette. Je vais vous raconter comment elle nous a annoncé « Je crois que je vais épouser Albert Camus ». Albert Camus? On ne savait rien de lui. Il n'existait pas encore. Francine nous a dit gentiment « Il m'a chargé de vous dire qu'il n'avait pas d'argent, pas de métier, qu'il était tuberculeux et qu'il avait un grand goût de la liberté. » Francine nous a dit « J'ai une petite photo collée sur une feuille d'identité. » Sans la moindre méchanceté, je lui dis « Mais il a l'air d'un petit singe. » Elle me répond très calme « Oui, peut-être, mais c'est l'animal qui ressemble plus à l'homme. » L'étranger est en effet un livre concerté et volontaire qui semble manquer d'émotion. Peut-être, en effet, essaierai-je de parler un jour de ce monde que vous aimez et de cet être que vous dites avoir préféré. Ce dépouillement, cet air raréfié où je sens que vous respirez mal, a été obtenu en éloignant constamment la poésie, les tentations quotidiennes et, si vous voulez, l'amour. Tel quel, ce Meursault qui se borne à répondre aux questions des hommes ou de la vie, qui ne hait pas, aime à sa façon. Je ne dissimule pas les défauts de mon livre, mais je sais que dans l'avenir, je m'y sentirai encore lié par quelque chose de dur et de profond.
Hello New York, hello London. This is the French National Broadcasting. We take pleasure in bringing you the greetings of Paris that is fighting, but that is also at the eve of its liberation. The Germans are still occupying certain points of the capital. La révolution n'est pas la révolte. Ce qui a porté la résistance pendant 4 ans, c'est la révolte. C'est-à-dire le refus entier, obstiné, presque aveugle d'un ordre qui voulait mettre les hommes à genoux. La révolte, c'est d'abord le cœur. Mais il vient un temps où elle passe dans l'esprit, où le sentiment devient idée, où l'élan spontané se termine en action concertée. C'est le moment de la révolution. Le lendemain de la libération, c'est une confusion des esprits extraordinaire, parce qu'on ne savait plus où était le courage. Quel était celui qui était courageux? Il y avait ceux qui étaient allés se battre à côté des Allemands en Russie, il y avait ceux qui avaient combattu contre dans la résistance, il y avait ceux qui n'avaient rien fait, qui s'étaient tenus les pieds dans les pantoufles, lesquels étaient les exemples. Si bien que les Français étaient complètement désarçonnés. Et de ce point de vue-là, Combat introduisait une espèce de bouffée d'air pur. Il a été à la tête du journal Combat. Il n'était pas directeur, il était à la tête. Il était, on pourrait dire, l'animateur. Tous les étudiants, à ce moment-là, lisaient le journal Combat. Pourquoi? Parce que c'était le journal issu de la Résistance et parce qu'il y avait un article quotidien signé AC, signé Albert Camus ou pas signé du tout. Il était plusieurs à faire l'éditorial, mais en gros, c'était lui qui les faisait. Et il écrivait un éditorial de journal comme il écrivait un livre, c'est-à-dire avec la même clarté, vous avez lu. Il avait un style, Camus, que les autres imitaient d'ailleurs, qui était fait de clarté, de phrases extrêmement simples et de prises de position toujours très nettes. Albert et Francine étaient séparés. En 1942, elles regagneront pour reprendre ses cours. Albert reste à Chambon-sur-Lignon chez Manouche. À partir de là, on ne sait plus rien d'Albert, jusqu'à la libération. Camus est à Paris pendant la guerre et il est très isolé, il est très seul. Et il vit dans des hôtels, très très isolés. Et puis il rêve à son Algérie sans arrêt. Il rencontre une très belle jeune fille qui s'appelle Jeannine Thomasset et qui va devenir Jeannine Gallimard. Et elle appartiendra à la tribu des Gallimard. Et Camus, lui, il trouve une famille, pas dans toute la famille Gallimard, mais avec Michel et avec Jeannine. C'est pas très compliqué, ils s'adorent. Tous, tous, tous. Paris libéré. C'était la vie frénétique. Tous les Parisiens avaient réappris à vivre. Les théâtres, les cinémas étaient pleins, les cafés étaient pleins. Là, il y a la rencontre avec cette charmante Espagnole qui était vive, pleine de vie et qui, je crois, a beaucoup soutenu Albert à tous égards par sa force d'être. Tout Paris était au courant de la liaison de Maria et de Camus. Voilà dans quelle atmosphère j'allais voir revenir ma sœur. Il y a beaucoup de choses qui expliquent dans La Peste, mais le retour était terrible. La femme avait fait ce qu'il fallait pour arriver. Il aurait souhaité redevenir celui qui, au début de l'épidémie, voulait courir d'un seul élan à la rencontre de celle qu'il aimait. Mais il savait que ce n'était plus possible. Il avait changé. La peste avait mis en lui une distraction que de toutes ses forces il essayait de nier et qui cependant continuait en lui comme une sourde angoisse. La tenant à plein bras, il laissa couler ses larmes, assuré du moins qu'elle l'empêcherait de vérifier si ce visage enfoui au creux de son épaule
était celui dont il avait tant rêvé, ou au contraire, celui d'une étrangère. Pour le moment, il voulait faire comme tous ceux qui avaient l'air de croire autour de lui que la peste peut venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé. Le baron de Fife avait une femme. Où est-elle maintenant? Et quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres. La passion est venue très vite et a duré très longtemps, mais c'était, si j'ose dire, une passion égalitaire. C'est pour moi une des rares femmes avec laquelle Camus se soit senti, malgré son machisme, de plein pied. Maria Casares existait en tant qu'actrice bien avant de rencontrer Camus. We didn't have anybody like this in American literature. When I speak of self-possession, it was really remarkable. He was a man, and I think of it with young people, boys and girls that saw this man sure of himself when he spoke, say, in American universities. Handsome, too thin at that time when he came to America. And they found there the hero, some people found there the hero that we didn't have. This was a rare and impressive figure coming out of the Second World War, in which he had participated as a resistant. And here was a writer who was wholly concentrated on ethical matters. And yet there was something impenetrable about him. Something very mysterious and ambiguous. I met him a couple of weeks maybe after he had arrived. I was just 20, and he was indefatigable about seeing New York, even though he was not strong. He was, in fact, quite ill. And he began to be my guide, not the other way around. Not only was he indefatigable, but he was irrepressible. I can't tell you the number of times, maybe 3 or 4, that it took me, and sometimes other people, French people, to their horror, really, to Sammy's Bowery Follies, which was a nightclub like a saloon. And they had these wretched women who they sang, and they played instruments. They may have been former chorus girls or something like that, but they were chosen because they were very fat, and they would shake all this fat around. It was grotesque and painful, to me anyway. But he thought that this was, for some reason, hilarious, although I think it was not unkind, but that people would come like himself, night after night, to see this thing. He wrote a lot of letters. I also wrote him a lot of letters. Hundreds. Pat chérie, me voici arrivé dans mon vieux Paris après 12 jours de mer qui ont été pleins de toi, de mes regrets et de cette chose désespérante et merveilleuse qui a été entre nous. Ma seule consolation est dans ce Paris qui est toujours beau. Je m'y suis promené seul plusieurs fois. C'était l'unique façon que j'avais de m'y promener avec toi. Maria Casares s'est éloignée quand elle a su que Francine était enceinte. Francine porteuse a été respectée, si j'ose dire.
Et puis ça a recommencé. Sartre et Camus se sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres, qu'on a considérés comme des cafés existentialistes. Et Sartre était le centre. Camus était à ce moment-là un personnage, écrivain de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence. Les dissentiments sont assez vite arrivés parce qu'ils n'avaient pas une approche tout à fait identique. Et puis, avec les années, la tension de la guerre froide qui va monter, Sartre prend à ce moment-là le parti de l'Union soviétique et Camus lui dit « je prends le parti de la vie. Je suis contre une nouvelle guerre. La révolte aujourd'hui, c'est de se révolter contre la guerre. » Le grand problème qui les a coupés, c'est qu'à ce moment-là, on commence à découvrir les camps soviétiques, les camps de concentration. Sartre ne le niait pas. Simplement, il avait dit qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire la classe ouvrière, et il ne faut pas la désespérer en disant que les Russes ont des camps de concentration. Et alors que Camus a dit, mais on a dénoncé hier les camps de concentration allemands, et on doit dénoncer de la même manière les camps soviétiques. Pour être, l'homme doit se révolter, mais sa révolte doit respecter la limite qu'elle découvre en elle-même. En la suivant dans ses œuvres et dans ses actes, nous aurons à dire chaque fois si elle reste fidèle à sa noblesse première, ou si par lassitude et folie, elle l'oublie au contraire dans une ivresse de tyrannie ou de servitude. Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. À partir du mouvement de révolte, elle a conscience d'être collective, elle est l'aventure de tous. Le premier progrès d'un esprit saisi d'étrangeté est donc de reconnaître qu'il partage cette étrangeté avec tous les hommes et que la réalité humaine, dans sa totalité, souffre de cette distance par rapport à soi et au monde. Ce n'étaient pas les théories, les systèmes qui intéressaient Camus, c'est la réalité. Et quels que soient les mérites et les défauts de l'homme révolté, il est le premier écrivain français important à avoir pris cette attitude et à dire des choses extrêmement simples. La fin ne justifie pas les moyens, la violence révolutionnaire en elle-même n'est pas toujours bonne. Qu'entend-on par violence? Qu'entend-on par révolution? Il y avait encore un parti communiste vivant en France et il y avait une classe ouvrière qui était repérable comme telle, enfin, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et cette classe ouvrière était en majorité portée à se référer au parti communiste. Alors, nous comprenions très bien, nous y avions d'ailleurs participé, que l'on dénonce les redoutables excès qui se produisaient à l'Union soviétique, mais nous ne voulions pas que ça se traduise par une condamnation du communisme sous sa forme, disons, française et aussi italienne, enfin bon. Le propos de l'homme révolté était de substituer à toute idée, à toute recherche du type action révolutionnaire, une conception de la révolte qui nous apparaissait un peu trop abstraite, comment dire, idéaliste et hors de propos, je veux dire, n'embrayant pas sur la réalité. Et donc au temps moderne, nous nous sommes posé la question, dès ce moment-là, du compte-rendu que nous étions évidemment tenus d'en faire. Et puis, personne ne voulait, aucun d'entre nous ne voulait s'en charger. Et ça a duré environ 6 mois.
Et Sartre a tranché en disant bah, il faut que ce soit Janson qui le fasse. Il a trouvé un argument qui me paraissait bizarre, en disant que au moins je le ferai poliment. Et vous l'avez fait poliment? Je pense que je l'ai fait poliment, mais je l'ai fait durement. Camus va jusqu'à refuser tout rôle à l'historique et à l'économique dans la genèse des révolutions. Il prétend établir que la doctrine de Marx conduit logiquement au régime stalinien, mais doit finalement se satisfaire de nous révéler que Staline a fait du stalinisme. L'homme révolté, c'est d'abord un grand livre manqué. Monsieur le directeur, je suis un peu fatigué de me voir, ainsi que des vieux militants qui n'ont jamais rien refusé des luttes de leur temps, recevoir sans trêve des leçons d'efficacité de la part de censeurs qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. L'amitié, elle aussi, tend à devenir totalitaire. Un mélange de suffisance sombre et de vulnérabilité a toujours découragé de vous dire des vérités entières. Le résultat, c'est que vous êtes devenu la proie d'une morne démesure. Décidément, je pêche cher ce malheureux livre. Aujourd'hui, je doute tout à fait de lui et de moi qui lui ressemble trop. Mais je n'ai rien à dire si on fait le procès de ma personne. Toute défense devient alors apologie de soi. Et ce qui est frappant, c'est cette explosion d'une détestation longtemps réprimée. Cela prouve que ces gens-là n'ont jamais été mes amis. Il admettait très mal que quelqu'un ne soit pas ce qu'il considérait qu'un ami devait être dans toutes les circonstances. Une des raisons de la rupture avec Sartre, c'est que Sartre, qui n'était pas du tout comme cela, qui lui pouvait séparer le jugement qu'il portait de l'amitié qu'il éprouvait, l'avait scandalisé au moment de L'Homme révolté. Parce que Camus considérait qu'un vrai ami n'aurait jamais dû écrire ce qu'il avait écrit. Parce qu'alors il avait un sentiment, effectivement, qu'on peut appeler de fraternité, qu'il étendait d'ailleurs à l'ensemble de l'humanité. Chez Camus, l'amitié comptait beaucoup. Toute sa vie, le football a compté dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un club, une vie en commun, une lutte en commun, mais on était copains, on était amis. Il y avait l'amitié au théâtre qui comptait beaucoup. Puis il y avait les amitiés personnelles auxquelles il était profondément attaché. Et enfin, il y avait comme cela toute une série de groupes d'amis qui, pour lui, étaient des véritables bases, je dirais, dans lesquelles il pouvait résister à l'absurde. Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. C'est lui qui l'a dit, qu'il pouvait s'engager dans le théâtre sans que ça nuise à son écriture et à son métier d'écrivain. Et je crois qu'effectivement, ce que ça lui amenait, c'était un grand bonheur et une sensation de chaleur, de solidarité, de tout ce qu'il n'avait plus auprès de ses contemporains, comme il disait. Et puis le bonheur de faire ce qu'il avait toujours aimé, c'est-à-dire de présenter sur un plateau ce qu'il appelait une histoire de grandeur racontée par des corps. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Je crois qu'on avait persuadé Camus que s'il faisait une apparition à la télévision et s'il parlait du théâtre,
de sa conception du théâtre, de ses rêves autour du théâtre, ça pouvait redonner un élan aux possédés. Parce que les possédés marchaient très bien, mais pas suffisamment pour la bonne santé du théâtre. Je vous ai effrayé? Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Je me suis trompée. Mais qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Je ne vous reconnaissais pas tout d'un coup. Il me semblait que vous étiez un autre. Qu'avez-vous dans la main? Quelle main? La droite, c'est un couteau. Regardez ma main, elle est vide. Cette histoire du corps, par exemple, c'était quelque chose qui lui tenait très à cœur. Il pensait que les acteurs devaient respirer largement, devaient se servir de leur corps un peu comme des athlètes ou des danseurs. Il y a une petite anecdote comme ça que raconte Jean Vilar. Il devait jouer le Don Juan et Camus est entré dans sa loge et Vilar était en train d'arranger ses chaussures parce qu'il avait mal aux pieds. Et Camus lui a dit: c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas jouer Don Juan quand on a mal aux pieds. Don Juan est un danseur. Toi, tu ressembles beaucoup à mon prince, mais c'est fini. J'ai percé ton mensonge. Toi, tu veux plaire à cette demoiselle. Tu la convoites. Mais allez-vous m'écouter? Laissez cette folie. Lui ne m'a jamais dit que j'étais folle. C'était un prince, un aigle. Il pouvait se prosterner devant Dieu s'il voulait, ne pas se prosterner s'il ne voulait pas. Toi, Châteauve t'a giflé. Tu es un laquais aussi. Mais regardez-moi. Reconnaissez-moi. Je suis votre mari. Lâche-moi, imposteur. Je ne crains pas ton couteau. Il avait l'intention de monter Les Possédés déjà depuis très longtemps. Et tous les personnages de Dostoïevski l'ont marqué. Et puis, je crois qu'il y avait dans les personnages de Dostoïevski une démesure qui correspondait à la sienne. Même s'il disait qu'il fallait une mesure et une limite, intérieurement, il y avait en lui cet appétit d'absolu et aussi cette compassion qu'il y a dans les personnages de Dostoïevski. J'ai trouvé Francine dans un état alarmant. J'avais espéré qu'elle aurait retrouvé son équilibre. J'ai trouvé au contraire sa dépression aggravée en neurasthénie et compliquée de manifestations d'angoisse et d'obsession. À part ma belle-sœur, Christiane, personne de sa famille ne peut réellement l'aider ni la comprendre. Mais il est trop tard maintenant. Ma sœur était très résignée en apparence. Ce n'était pas une souffrance de tous les instants. Elle a tenu, et puis elle a craqué. Albert a perdu pied. Il a pleuré. Elle s'éloigne. Elle s'en va, Christiane. Elle devient folle, quoi. Elles sont toujours fermées, les fenêtres de la clinique. Puis tout d'un coup, ça cède, mais ce n'est pas très haut. Elle a sauté pour sortir de cette chambre. Malheureusement, elle s'est blessée. Il a fait une fixation parce qu'il pensait que tout le monde le jugeait. Il était mal à l'aise, le malheureux. Il me disait, avec des yeux navrés, « Christiane, je ne peux plus écrire. » Je lui répondais tout le temps, « Tu écriras plus tard. Mais il faut la sauver. Il faut la sortir de là. » Je me trouvais chez Albert Camus, à rue Madame. Je travaillais sur des documents qu'il m'avait prêtés et nous devions déjeuner ensemble. J'étais encore, je vois très bien la grande pièce où nous étions. Et à 1h,
Camus est arrivé, visiblement très bouleversé, et m'a dit, nous, excusez-moi, nous ne mangerons pas ensemble, je ne peux pas, j'ai un problème, donc quitter. Il ne m'a rien dit de plus, et puis 8 jours après, je suis revenu pour continuer nos entretiens, puisque nous nous voyons en ce moment-là très souvent, pour le premier livre que j'avais écrit sur lui. Et alors il m'a dit, il faut que je m'excuse pour l'autre jour, ma femme a tenté de se suicider. Je n'avais pas dit plus. Bien entendu, je me suis tu et il a dit oui, je croyais qu'il était entendu entre nous que nous étions mariés, nous étions libres l'un et l'autre. Et pendant des années, 10 ans, ça a été vrai. Et puis je ne sais pas pourquoi maintenant ma femme ne supporte plus la liaison que j'ai. Et il m'avait ajouté, je ne me sens pas coupable, mais je me sens responsable. Et il disait en terminant, au fond, je n'aurais jamais dû me marier. La Chute est parue en 1957 et c'est un grand avocat qui était à Paris et qui était un homme très brillant, très ouvert, très dans le monde et qui a eu une expérience un jour douloureuse de culpabilité par rapport à une sorte de non-assistance à personne en danger et ça l'a remis complètement en question et il a en quelque sorte tout lâché pour s'exiler à Amsterdam. Et là, il vit à Amsterdam, seul, dans une grande solitude. Mais il passe la plupart de son temps dans un bar qui s'appelle Mexico City, où il se confesse, où il s'accuse, et où il essaie de trouver des interlocuteurs, pour se libérer en quelque sorte peut-être de sa solitude, de son désespoir et de sa culpabilité. Eh bien voilà, il y a quelques années, j'étais avocat à Paris. Voire un avocat assez connu. Et j'avais une spécialité, les nobles causes. Je ne me suis jamais senti à l'aise que dans les situations élevées. Ma profession satisfaisait heureusement cette vocation des sommets. Elle m'enlevait toute amertume à l'égard de mon prochain, que j'obligeais toujours, sans jamais rien lui devoir. Pesez bien cela, cher monsieur. Je vivais impunément. Je n'étais concerné par aucun jugement. Je ne me trouvais pas sur la scène du tribunal, mais quelque part dans les cintres, comme ces dieux que de temps en temps on descend au moyen d'une machine pour transfigurer l'action et lui donner son sens. Après tout, vivre au-dessus reste encore la seule manière d'être vu et salué par le plus grand nombre. Les juges punissaient, les accusés expiaient, et moi, libre de tout devoir, soustrait au jugement comme à la sanction, je régnais librement dans une lumière édénique. À force d'être comblé, je me sentais, j'hésite à l'avouer, je me sentais désigné. Et cette conviction m'a soulevé longtemps au-dessus du train quotidien. Et j'ai plané, littéralement, pendant des années, dont, à vrai dire, j'ai encore le regret au cœur. J'ai plané. Jusqu'au soir. Mais non, ceci est une autre affaire, il faut l'oublier. Le personnage de Clamence, c'est la duplicité. C'est le fait que nous sommes tous doubles. Hein. C'est ce que je... Clamence est à la fois odieux, cynique, ironique, et en même temps touchant, attendrissant, généreux. Il est à la fois ouvert au monde et à la fois enfermé dans sa solitude. Et bien sûr, Camus est totalement dans la chute. Mais
Il n'est pas Clamence. Ce que j'ai à vous raconter maintenant est un peu plus difficile. Voilà. Il s'agit d'une femme. Cette nuit-là, en novembre, je regagnais la rive gauche et mon domicile. Sur le pont, je passais derrière une forme, penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme, habillée de noir. J'avais parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui semblait lui aussi descendre le fleuve, et puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figée me parut interminable. Je voulais courir et je ne bougeais pas. Je me disais qu'il fallait faire vite, et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard. Trop loin. Enfin, quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. J'avais eu alors un écho de la part de Francine Camus, après la mort d'Albert, un jour où nous travaillions ensemble sur la chute, parce que nous étudions les manuscrits, je travaillais avec elle, on lisait des choses qu'on avait du mal à lire ou que j'avais du mal à lire. Et à un moment donné, elle m'a dit, oui, cette femme qui se noie et à laquelle on ne tend pas la main, quand il a écrit cela, j'ai dit à Albert, au fond, c'est notre histoire. Et après tout, pour une fois que tu t'accuses toi-même, c'est une bonne chose. Et c'est elle qui m'avait en quelque sorte révélé que la chute, c'est aussi une confession en même temps que tout le monde est concerné. Quand on a lu le livre, on doit se dire, est-ce que moi, je suis plus clair que Clamence? Est-ce que moi, je suis plus honnête que Clamence? Est-ce que moi, j'aurai le courage de saisir la main de cette femme qui se noie? Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de nation algérienne et cela m'exaspère. Tout cela n'a rien à voir avec le concept de nation. En tout cas, aujourd'hui, l'Algérie est un territoire habité par deux peuples. Je dis bien deux peuples. L'un est musulman et l'autre ne l'est pas. Les deux peuples d'Algérie ont un droit égal à la justice, un droit égal à conserver leur patrie. Je suis bien angoissé devant les affaires d'Algérie. J'ai ce pays aujourd'hui en travers de la gorge et ne puis penser à rien d'autre. We were sitting having lunch and he was extremely nervous. And a runner arrived from Gallimard and made his way through his crowd there and said to him that if not decision had been made, it was a sure thing. And he was
panicked, suffoqué is what I told Olivier about it. And he just raised his hands up and he said, no, it should have gone to Malraux. He told that to a lot of people. Il a eu l'impression d'être enterré vivant, parce qu'on donne souvent le prix Nobel à quelqu'un qui est au bord de la tombe. Il n'avait pas l'âge, même. Il était le plus jeune écrivain français à l'avoir jamais reçu. Et puis aussi, il savait qu'on allait lui tirer dessus à boulet rouge. Il y avait une forte opinion, du moins parmi les intellectuels et les journalistes en Suède, en ce qui concernait la question de l'Algérie. Et évidemment, ça posait quelques grincements. De même, il y avait en France aussi une opposition entre Camus et Sartre après L'homme révolté. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables à ce moment-là. Dans toutes les circonstances de sa vie, obscures ou provisoirement célèbres, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Albert n'avait jamais eu l'idée de suggérer à Francine, ni même de lui offrir, quelque chose d'habillé, d'élégant. Francine est toujours restée dans un ton, je ne dirais pas mineur, mais... Alors ses amis, l'une lui a offert son collier, l'autre ses boucles d'oreilles. On l'a aidée à avoir une très jolie robe. On peut dire que Francine a été entièrement parée de l'amour des Oranaises. Après leur journée donc du prix, il y a eu cette espèce de rencontre avec les étudiants de l'université de Stockholm. Et il y avait là aussi un jeune Algérien qui avait vivement entrepris sur la question algérienne. Et c'était d'ailleurs un peu désagréable en ce sens que entre chaque attaque qu'il lançait contre Camus, il redescendait dans la salle où il avait des copains suédois qui le conseillaient en ce qui devait être dit la prochaine fois. C'est un petit peu comme si ces étudiants-là lâchaient un chien après Camus. Moi, j'ai trouvé ça très désagréable. Et c'est à ce moment-là que Camus a dit la fameuse chose au sujet de sa mère et de la justice. Il a dit quelque chose dans ce genre que, en ce moment-ci, on lance des bombes dans les tramways à Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est ça votre justice, je préfère ma mère. Camus, à ce moment-là, pense avant tout à sa mère qui peut sauter dans un tram en Algérie et peut être victime du terrorisme qu'il condamne aussi bien que le contre-terrorisme de l'Algérie française. Des Algériens ont pris ça d'une manière un peu trop littérale. Pour eux, ça voulait dire que Camus choisissait sa mère contre la juste cause des nationalistes algériens. On disait qu'il est très réactionnaire puisqu'il n'acceptait pas l'idée de l'indépendance de l'Algérie. C'est pas niable, hein, il était légaliste et il rêvait d'une Algérie qui serait restée quand même en lien très étroit avec la France. Arrivé Lourmarin, rompu. J'ai voulu vivre pendant des années selon la morale de tous. Je me suis forcé à vivre comme tout le monde.
J'ai dit ce qu'il fallait pour réunir, même quand je me sentais séparé. Et au bout de tout cela, ce fut la catastrophe. Maintenant, j'erre parmi des débris, résigné à ma singularité et à mes infirmités. Et je dois reconstruire une vérité, après avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge. Il a eu le prix Nobel, donc un peu d'argent, parce que c'est vrai qu'il était plus pauvre, parce qu'il avait des droits d'auteur qui n'étaient pas minuscules, mais enfin il ne disposait pas de capitaux ni rien, donc il a eu pour la première fois de sa vie une somme devant lui. Et je pense que comme il y avait René Char qui était à l'Île-sur-Sorgue, pas loin, qu'il venait en vacances ici avec ses enfants souvent, enfin dans la région. Il a cherché cette maison, il l'a trouvée, et elle lui a plu. Et je crois qu'il y a été bien. Je crois que ça a été très important parce qu'il y avait l'exil de l'Algérie. Et il a été coupé d'Algérie, douloureusement. Et vous savez, l'Algérie, c'était le soleil, c'était son pays. Enfin. Alors, il était vraiment dans une solitude assez profonde. S'il n'y avait pas eu un nombre d'hommes comme ça autour de lui qui l'aimait beaucoup et de femmes, il aurait été très, très isolé. Il a connu Maria Casares, qui a été, tout le monde le sait, plus qu'une aventure, une liaison, plus qu'une liaison, je ne peux pas dire une... Je ne sais pas comment dire, une compagne. C'était aussi une compagne de toute son existence à partir du moment où il l'a rencontrée, c'est-à-dire à partir de 1943, jusqu'à sa mort. Hein. Ils sont toujours vus, toujours aimés, toujours été ensemble. Michel, mon cousin, qui était un homme extrêmement généreux, enthousiaste, etc., et je dirais presque tombé amoureux de Camus. C'est-à-dire il s'est pris d'une amitié phénoménale pour lui, et Camus a été très touché par cette amie. Et ça a été une amitié qui ne s'est plus jamais démentie. Et bien entendu, Michel a tout fait pour aider Camus, parce qu'il était un des directeurs de la maison d'édition. Il l'a fait engager par la maison d'édition pour qu'il soit lecteur. Et ils ont été des amis qui ne se quittaient plus, qui se voyaient tout le temps, qui passaient des bouts de vacances ensemble, etc. Et ça a duré jusqu'à leur mort commune, quoi. Très vite, moi j'étais plus jeune, mais aggloméré à ce petit groupe. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est je sais que tu as joué au rugby. Moi, je suis un bon joueur de football. On est fait pour s'entendre. D'ailleurs, j'avais un copain comme toi qui était un peu costaud, musclé. Et à partir de ce moment, on est devenus amis, quoi. Albert, il n'aimait pas le luxe. Il aimait bien être élégant. Il aimait bien, d'une certaine façon, une belle salle de bain, des choses comme ça, mais il n'aimait pas le luxe du tout. Et il y avait toujours des histoires entre Michel et lui, Michel Gallimard, parce que Michel Gallimard, passionné de belles voitures, confortables. À une époque, il y avait des voitures américaines avant d'avoir des voitures de sport françaises. Et il disait à Albert, écoute, tu es ridicule avec ta vieille 11 chevaux complètement pourrie, la vilaine et tout, maintenant... Hein, tu as les moyens de te payer une belle bagnole confortable pour aller te promener, tout ça. Et... Ben, écoute, mon cher Michel, excuse-moi de te le dire, mais les voitures que tu as, c'est le comble de la vulgarité. Moi, n'est-ce pas, l'aristocratie française, c'est bien connu, se promène en chevaux Citroën noirs, et ainsi que les grands patrons, les gens importants de la société. Les gens comme toi qui ont plein de chromes autour d'eux, c'est vraiment assez vulgaire. J'ai rencontré Camus au début de l'année 57 et je l'ai rencontré d'une façon assez amusante dans un café, au Café Flore. J'étais en train d'écrire à ma table du courrier ou je ne sais plus trop quoi et il m'a remarqué et il a envoyé un des amis qui était à sa table pour m'inviter à venir à la sienne, quoi. J'étais tout à fait...
hors du circuit intellectuel parisien. Et comme en même temps je m'intéressais aux mêmes choses que lui, mais d'une façon juvénile, et puis nous nous entendions admirablement ensemble, on riait beaucoup ensemble. Je pense que je lui apportais de la gaieté et je pense que c'est ça. Enfin, c'est mystérieux les choses, les relations amoureuses. C'est difficile de parler de sa vie privée, mais en même temps, c'est un passage de ma vie qui a tellement compté pour moi que de ne pas en parler du tout, ça me paraissait aussi anormal qu'étrange d'en parler. Enfin, c'est très difficile, d'ailleurs je ne sais toujours pas si j'ai raison d'en parler. Albert adorait la musique, c'est toujours lui qui choisissait la musique de ses pièces de théâtre. Et chez lui, la musique était tout le temps là, toujours présente. Dans Don Giovanni, il y a des passages d'une gaieté merveilleuse et puis il y a des passages d'une profondeur tragique et effrayante. Il était sensible aux deux et je pense que Albert était vraiment un composé à la fois de tragique et de joie. Il aimait profondément certaines choses de la vie et ce n'était pas un tragique funèbre du tout. Même dans L'étranger, je trouve qu'il y a un humour masqué et dans La chute aussi. C'est plutôt l'ironie ou l'espèce de malice qu'il pouvait avoir dans la vie et que l'on perçoit dans tous ses livres. Mais c'est tellement ténu parfois que ça passe inaperçu. Je vous ai posé une question une fois de si c'était un homme de famille, Camus, ou comme beaucoup d'artistes. Je pense qu'il avait besoin d'une famille parce que c'était un homme de cœur et très affectif, mais il avait aussi énormément besoin de solitude et de méditation, donc d'un espèce de repli sur lui-même. Et il arrivait difficilement à concilier tout ça parce que c'est toujours difficile d'être à la fois un solitaire, un ermite qui écrit dans son coin et en même temps d'avoir besoin du contact des autres et des devoirs et des obligations qu'on a envers ceux qu'on aime. C'est un peu difficile à assumer tout ça. Pendant la maladie très douloureuse, très pénible de Francine pour tout le monde, elle, Camus, les siens, Catherine est partie à un moment avec sa grand-mère à Oran et Jean a été confié à des amis intimes de Camus, dont on n'a pas assez parlé, qui sont les Polges. Jean a toujours eu envers son père une attitude et une affection ambiguë. Jean était tout à fait du côté de sa mère pour la texture nerveuse, la sensibilité. Il avait une extrême finesse psychologique. Mais on ne peut pas dire qu'il avait une grande admiration pour son père. Je ne voulais pas apparaître sur un écran. Parce que pour avoir une vie à soi, il faut savoir quelquefois prendre des virages, refuser des choses, quelquefois se cacher, ce que j'ai fait longtemps. Il y a eu 3 ans où j'ai été un très mauvais élève, je ne sais pas pourquoi. Et les relations avec mon père ont été très dures. Lorsqu'il me parlait de mes notes, il n'élevait pas la voix. Mais je peux vous dire que, avant qu'il m'en parle, ma sœur ne pouvait pas manger le dîner, tellement elle savait ce que ça allait être. Mais autrement, je l'ai connu sous d'autres aspects, avec un humour incroyable. Nous avons couru ensemble, nous avons boxé ensemble, nous avons fait des choses comme ça. Catherine a une maladie de jeunesse. Après sa guérison, elle a louché. Petite, elle pensait qu'elle deviendrait aveugle. On entendait des tapes
tap, tap de quelqu'un qui se dirige dans le noir. C'était Catherine. Elle s'habituait à marcher, à toucher, à se diriger dans la nuit. Ça, c'est tout à fait une attitude d'Albert. Tout ça fait avec force de sa part. La force de surmonter tout. Il parlait pas tellement de lui, mais quand on avait un peu des exigences, qu'on demandait quelque chose qui n'était pas essentiel, il nous expliquait comment lui avait vécu et à quel point nous, on était déjà très gâtés, donc on n'avait pas besoin de ce qu'il appelait le superflu. C'est-à-dire que à 10 ans, par exemple, il nous a dit que maintenant, il fallait demander des cadeaux utiles. Le cadeau utile étant, par exemple, un cartable pour aller à l'école. Je ne sais pas si ça... Quand vous avez 10 ans, vous ne trouvez pas ça fantastique. Mais c'était comme ça. Et c'est comme ça que je savais l'enfance de mon père. Mais sinon... Non, au contraire, il faisait très... il était très rassurant parce qu'il aimait la vie et que... Par exemple, les parents sont toujours en train de vous dire tu as assez mangé. Mais moi, si je mangeais énormément, ça le faisait beaucoup rire. Il n'avait pas l'air de dire que ça se faisait pas, quoi. Il aimait la vie, il était donc on le sentait pas du tout en mauvaise santé. On le sentait très solide, au contraire, et très très tonique, très tonique. J'avais 14 ans quand papa est mort. Et j'ai lu L'étranger à 17 ans. Je me suis dit qu'il me faudrait du temps pour prendre ces livres. Je voulais pas être adulte, mais je voulais avoir une distance vis-à-vis de lui. Une distance dans le temps. Je n'aurais pas supposé d'un homme qui était sportif, qui était aussi, disons-le, un peu macho, hein. Je n'aurais pas supposé l'espèce de sensibilité, ni l'espèce de... Appelons ça astuce, mais comment traduiriez-vous craftsmanship que je trouve dans L'étranger? Quand je pense qu'il a écrit ça en 1942, vraiment ça m'étonne. Je trouve ça assez fort. Je pensais que mon attitude envers mon père affecterait beaucoup ma manière de lire les livres. C'est le contraire qui s'est passé. Ce sont les livres qui m'ont mieux appris qui était mon père. C'est une chose qui me frappe, c'est que quand on parle de mon père, c'est pas lui. On parle d'un homme célèbre, d'une espèce de mythe qui est un peu statufié, qui est un peu même moraliste, ennuyeux. Et quand je dis que oui, il avait des faiblesses, c'est-à-dire qu'il était comme tous les hommes, il aimait les femmes, par exemple, et que ça peut être considéré comme une faiblesse, mais qu'il était aussi sujet au doute. Il disait toujours que si un jour il appartenait à un parti, ce serait au parti des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Camus, très jeune, a des ambitions extraordinaires, avec des doutes non moins extraordinaires. Il va faire une œuvre. Et il y aura des triptyques. Dans chaque triptyque, il y aura une pièce de théâtre, un roman, un récit, et puis un essai. Alors, il le fait pour le triptyque de l'absurde, puis il le fait pour le triptyque de la révolte. Et alors, vers la fin, c'est moins précis, moins net chez lui, mais il est évident qu'il y a une sorte d'accomplissement, de sérénité qu'il a enfin trouvé, et ça va être un peu le cycle du bonheur, le cycle de Némésis. Quand il est mort et que Francine m'a dit qu'elle avait trouvé dans la sacoche qu'il avait avec lui dans l'auto
un manuscrit qui était inachevé et qui était le premier homme, j'ai été très très étonné. Mais Camus a toujours fait un plan général de son œuvre dès sa jeunesse, enfin, dès qu'il a commencé à penser qu'il pouvait faire une œuvre. Et il avait donc noté l'idée du premier homme. Mais d'un autre côté, il y a eu cette espèce de cassure dont je vous ai parlé, d'écœurement vis-à-vis du monde des lettres, où il s'est tourné totalement vers le théâtre, où il a fait l'adaptation des Possédés, et qu'il pensait être beaucoup plus heureux, et il l'était d'ailleurs avec les comédiens, une troupe de théâtre. Et donc, si vous voulez, des gens quand même proches comme moi, il m'avait dit, et je lui avais dit, ça va, tu m'as déjà fait le coup au moment de la chute. Non, non, c'est fini, je te jure, je suis complètement à sec. Il a dû le dire à 2 ou 3 personnes, pas beaucoup, à Francine, sa femme, à Maria Cazares probablement, enfin bon. C'était un renouveau littéraire. Un soir, Jacques revenait de faire des commissions, tenant à bout de bras un plat de pommes au gratin. À ce moment, de sa poche trouée, une pièce de 2 francs s'échappa en tintant sur le trottoir. J'aurais pu la perdre, pensa-t-il soudain. Jacques savait qu'il était mal de dissimuler ces 2 francs. Et il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il ne comprit pas lui-même pourquoi il ne rendit pas tout de suite la monnaie et pourquoi, un moment plus tard, il revint des cabinets en déclarant qu'une pièce de 2 francs était tombée dans le trou alors qu'il posait sa culotte. Jacques se sentait le cœur serré en annonçant la mauvaise nouvelle. Sa grand-mère se taisait et le scrutait de ses yeux clairs et glacés. « Tu es sûr ?» dit-elle enfin. « Oui, je l'ai senti tomber. »« Très bien, dit-elle, nous allons voir. » Quand elle l'appela, il la trouva devant l'évier. « Il n'y avait rien, dit-elle. Tu es un menteur. » Au même instant, il comprenait que ce n'était pas l'avarice qui avait conduit sa grand-mère à fouiller dans l'ordure, mais la nécessité terrible qui faisait que dans cette maison, 2 francs étaient une somme. Il voyait enfin clairement, avec un bouleversement de honte, qu'il avait volé ces 2 francs au travail des siens. Camus, fils d'une femme analphabète, à laquelle il avait du mal à parler, il ne pouvait pas communiquer avec elle, a, comme tous les enfants, je crois, privés de père, envie de pouvoir se faire une image de son père. Camus a perdu son père en 14, et il n'y avait pas de trace de son père. Il y avait des photos, il y avait les éclats que l'armée française, dans sa grande bonté, avait envoyés à sa mère. Les gens d'Algérie, ceux qui sont venus comme des colons là-bas, sans parler des quelques exceptions que sont les gros colons, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient rien, c'était des immigrants. Et donc ils n'avaient pas de passé. Et ils n'avaient quasiment pas d'avenir, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas à construire. Donc à chaque fois, l'homme qui repartait dans la vie, il était le premier. Comme a été son père, c'est ça, lui, c'est le sens, pour moi, du premier homme. Une famille où l'on parlait peu, où on ne lisait ni n'écrivait. Une mère malheureuse et distraite. Qui l'aurait renseigné sur ce jeune et pitoyable père? Personne ne l'avait connu que sa mère qui l'avait oublié. Il en était sûr. Et il était mort inconnu sur cette terre où il était passé fugitivement, comme un inconnu. Ce qu'il avait cherché avidement à savoir à travers les livres et les êtres, il lui semblait maintenant que ce secret avait partie liée avec ce mort, ce père cadet, avec ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu.
Il ne pouvait se détacher de ce nom, de ces dates. Pour lui, son père était de nouveau vivant, d'une étrange vie taciturne. Et il lui semblait qu'il allait le délaisser de nouveau, le laisser poursuivre cette nuit encore l'interminable solitude où on l'avait jeté. Tournant le dos à la tombe, Jacques Cormery abandonna son père. Ce qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai eu le sentiment qu'avec ce livre, il se délivrait justement de tout ce qui avait été douloureux pour lui, qu'il acceptait la solitude dans laquelle il était et qu'il affirmait vraiment ce qu'il était, et en particulier dans le style du Premier Homme, qui est beaucoup plus lyrique que les autres livres. Il affirme aussi sa sensualité, son amour de la vie, mais d'une façon beaucoup plus charnelle, avec des mots beaucoup plus de chair. Et ça, moi, ça me plaît parce que c'est une forme de révolte. Et que la révolte, c'est la vie. Nous venons d'apprendre que l'écrivain Albert Camus, prix Nobel de littérature, a trouvé la mort dans un accident de voiture. Sa voiture a dérapé, est allée s'écraser contre un arbre sur la RN5 à 24 km de Sens. Monsieur Camus revenait de sa maison en Provence, accompagné de son éditeur, Michel Gallimard, qui conduisait sa voiture. Monsieur Gallimard, transporté dans l'hôpital le plus proche, est dans un état critique. Depuis 20 ans, Albert Camus a été le chef. C'était une journée comme on pouvait en avoir à Oran, en janvier. Il y a Francine, en tête bien sûr. Moi, j'étais à la traîne près de la petite Sellers. Elle pleurait, elle pleurait. Elle a eu une très grande tristesse de la mort de Camus. Elle l'aimait. Et Maria. Maria était d'une parfaite discrétion. C'est une grande dame, vous savez. À un moment, Francine m'a dit « Et Maria Cazares, tu crois qu'elle est seule en ce moment, la malheureuse ?» J'étais devant mon poste. Il était environ 2 heures. J'ai su tout de suite, ils l'ont dit tout de suite. J'étais devant mon poste, ce qui était d'ailleurs exceptionnel. À cette heure-là, d'habitude, je n'étais pas devant le poste. Là. Hein. Justement, ce jour-là, j'étais là et j'ai entendu immédiatement. J'ai poussé un cri. Ma mère, qui était à la cuisine, est venue, mais elle avait entendu. La seule chose que je regrette, c'est toi. New York, pour moi, c'est toi depuis 13 ans. Mais j'y retournerai quand paraîtra la traduction du livre en anglais. I was giving a cocktail party. A lot of literary people coming in. Fortunately, somebody called me up beforehand and told me about it. And people were making the most horrible jokes at this party. I have never forgiven it. I remember one very well-known critic said the relationship between publisher and author is knife to throat. It wasn't what I wanted to hear at the time, that kind of attack on Camus' closest friend. There's no good way to learn a thing like that. And in some ways, and I'm sure other people who knew him were still mourning him.
And it comes over me sometimes. Cette affreuse séparation nous aura du moins fait sentir comme jamais auparavant le besoin incessant que nous avons l'un de l'autre. Je t'attends plein de force et de passion, ma bien-aimée, ma jeune fille, mon amante chérie. Quand tu liras cette lettre, 2 ou 3 jours nous séparerons encore. J'étais ici et j'attendais Albert qui devait venir me voir. Et j'attendais en vain, j'avais absolument aucune idée de prémonitoire. Et puis on a sonné à la porte et je pensais que ce serait lui. Et là, c'était un ami qui, lui, avait appris la nouvelle à la radio. Moi, j'avais pas de radio. J'avais pas écouté la radio. Donc, il est venu me dire qu'il y avait eu un accident. Mais il n'a pas eu le courage de me dire tout de suite qu'il était mort. Juste pour te dire que j'arrive mardi par la route, remontant avec les Gallimard. Disons en principe, pour faire la part des hasards de la route, je te confirmerai le dîner au téléphone. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. Je te serre contre moi jusqu'à mardi. Voici ma dernière lettre, ma tendre. Je rentre et je suis content de rentrer. À mardi, ma chérie. Je t'embrasse déjà et te bénis du fond du cœur. Tant que ce livre monstrueux ne sera pas fini, il n'y aura pas de paix pour moi.